Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. On va attendre 1 à 2 minutes, le temps de laisser les retardataires nous rejoindre. Hop. Alors, tout va se passer directement dans le chat si vous avez des questions, ou que vous voulez échanger entre vous. C'est tout à fait normal que vous ne puissiez ni activer votre micro ni votre caméra, parce que parfois on a des personnes qui stressent. C'est normal, on est en format webinaire. Donc, tout se passe directement dans le chat. Aucun risque que vous activiez votre micro par erreur. N'hésitez pas à nous dire de quelle région vous êtes. On a aussi généralement des personnes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou même de La Réunion qui nous rejoignent. Ouais, Guadeloupe, hein. Réunion, Alsace. Enfin, vous êtes vraiment de toutes les régions. Eh ben, écoute, Antoine, je te propose peut-être qu'on se présente. Donc, bienvenue à toutes et à tous, à ce webinaire sur les différents types de financement de financement pour son entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Antoine qui est chargé de mission à l'ADI et qui va vous présenter toutes les solutions de financement. Antoine a travaillé très, très longtemps dans la banque, donc connaît bien, très, très bien le sujet. Donc Antoine, je te laisse peut-être te présenter. Alors en 30 secondes, oui, Antoine, je travaille avec l'ADI depuis à peu près 1 an et demi dans le cadre d'un mécénat de compétences. Donc j'ai la chance d'avoir été prêté à l'ADI gracieusement par mon entreprise. Bon, j'ai beaucoup tapé à la porte, hein. Et j'ai travaillé à peu près toute ma carrière dans le financier et beaucoup sur l'accompagnement du chef d'entreprise. Merci beaucoup. Et moi, je suis Cassandra Le Griselet, je suis chargée de projet au siège social de l'ADI et dans mes nombreuses missions, je suis en charge de programmer les webconférences nationales qui sont organisées chaque mois. Et donc, je vais intervenir plutôt en tant que modératrice, donc plutôt pour répondre directement à vos questions dans le chat et pousser aussi les questions auxquelles je n'ai pas forcément les réponses à Antoine. Et j'ai vu passer la question juste à l'instant, ce webinaire sera bien enregistré et disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI. À l'issue de la webconférence, je vais vous envoyer un petit mail récapitulatif avec toutes les informations sur l'ADI et notamment le lien vers le replay de la webconférence. Par contre, on ne partagera pas le support de présentation. Je pense que ça répond à la question de Béatrice. Eh ben, écoute, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, au niveau de ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc on va vous faire un petit topo sur l'ADI, qui en est exactement. Ensuite, Antoine va reprendre la main et va vous expliquer pourquoi il faudrait chercher des financements et auprès de qui et pourquoi faire. Enfin, vous expliquer un petit peu comment on prépare un rendez-vous chez un financeur, en fait, les do's et les don'ts. Et enfin, vous parler un petit peu du microcrédit de notre association, puisque c'est un peu notre cœur de métier à l'ADI. Alors, donc nous, on existe depuis 36 ans environ, depuis 1989 exactement. On est une association qui est reconnue d'utilité publique, donc on ne fait absolument pas de bénéfices, on n'est pas une entreprise, et on vient financer les projets de personnes qui ne peuvent pas être financées par des banques traditionnelles parce que leur dossier ne correspond pas en tout cas aux normes que les banques veulent, par exemple être en CDI, avoir déjà un apport, vouloir financer du matériel, parce que parfois on va vouloir financer de la trésorerie, les banques ne vont pas forcément vouloir se positionner. Et on va financer aussi des personnes qui sont fichées Banque de France, mais cela nécessite quand même un accord de la Banque de France. On propose du financement, mais aussi on est présent vraiment partout sur tous les territoires, d'où le fait que je vous parlais tout à l'heure de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane ou de la Réunion. Donc, vous avez une agence qui est au moins présente sur chacun des départements. On est aujourd'hui 1200 bénévoles qui sont présents sur tous les territoires et 850 salariés avec plus de 200 agences et des permanences qui sont organisées chez nos partenaires, notamment par exemple chez France Travail ou dans les missions locales. Donc, il y a sûrement une permanence ou une agence qui n'est pas très, très loin de chez vous. Je vous invite à scanner le QR code qui est sur en bas à gauche. Ça vous permettra de voir quelle est l'agence la plus proche de chez vous. Donc, nos missions aujourd'hui, elles sont très simples en fait. Donc, ça va être évidemment le financement parce que c'est notre cœur de métier. Donc, tous celles et ceux qui souhaitent entreprendre mais qui ne peuvent pas forcément, c'est ce que je disais précédemment. Mais on va aussi avoir tout un volet accompagnement. L'objectif, c'est pas uniquement de vous financer, c'est aussi de vous accompagner sur le long terme, que ce soit en amont, pendant, mais aussi après le financement, notamment si vous éprouvez des difficultés, mais pas que, aussi pour pouvoir monter en compétences. Et enfin, on va avoir une mission de plaidoyer, c'est-à-dire de promouvoir l'initiative économique pour tous. Et c'est, par exemple, pour vous donner une idée, quand il y a eu
la volonté du gouvernement de faire baisser la franchise de TVA, l'ADI est allé, on va dire, au front avec la Fédération des auto-entrepreneurs pour plaider la cause des micro-entrepreneurs et faire en sorte en fait que la franchise de TVA ne soit pas abaissée à 25 000 euros. Eh ben, Antoine, je te laisse la main. OK, bah, c'est à moi donc bonjour, rebonjour. L'idée, c'est de réfléchir vraiment, qu'est-ce qu'on va financer, comment, pourquoi faire et ensuite, bah, quelques idées, quelques conseils et comme disait Cassandra, tout à l'heure, à la fin, un petit flash, un petit spot sur, la spécificité de l'ADI, dans notre démarche, tant de financement que d'accompagnement. Mais tout ça, on le verra plutôt à la fin. De façon générale, 3 éléments que si moi je veux créer, 3 éléments sont importants, indispensables pour moi. Le premier, c'est d'établir un plan de financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'aurai besoin de quoi pour pouvoir, un, démarrer, donc vraiment franchir le pas, franchir la première étape. Aujourd'hui, j'ai pas démarré, demain je démarre. J'ai besoin de quoi? D'indispensable, comme matériel, mais de façon plus générale, matériel et immatériel pour y aller et puis j'aurais besoin de quoi aussi? Pour passer la première année, avec une activité qui va fonctionner ou moins bien et passer les moments difficiles. Donc on va bien avoir le besoin d'avoir un plan de financement. Donc j'ai besoin de quoi exactement? Qu'est-ce qui m'est nécessaire? Ensuite, qu'est-ce que va me demander mon financeur? Mais c'est pas seulement mon financeur, il faut que moi je sois, capable de réfléchir à, comment m'assurer de la rentabilité de ma structure, de mon entreprise, que je sois en entreprise individuelle, micro ou pas micro ou en société. La question se pose toujours de la même façon. Quelles sont mes recettes? Quel est le coût de mon activité? Si j'ai des crédits, combien ils vont me coûter? Quelle est ma solvabilité? Et troisième élément qui est vraiment important dans ma réflexion, c'est la question de la trésorerie qui est vitale parce que même si mon activité marche et même si je vends, il faut que les clients puissent me payer et donc il faut qu'à la fin du mois, il y ait quelque chose sur mon compte. Donc la question de la trésorerie, est, cruciale dans la survie, dans la vie et dans la survie de mon entreprise et c'est les 3 points qui vont devoir être, réfléchis au moment où je vais aller voir le financeur. Évidemment, parce que je vais lui demander de l'argent, mais avant tout ça, c'est moi, je dois me poser les questions. Est-ce que je réponds à ces 3 questions? Concernant la question du pur et dur du plan de financement, finalement, j'ai d'un côté des emplois, j'ai des besoins, mes frais de démarrage, mes investissements, heu et puis j'ai besoin de stock et puis, comme je vous le disais il y a quelques secondes, j'ai besoin de trésorerie, parce qu'il est probable, certainement, qu'à un moment, j'aurai besoin de cash supplémentaire. Donc ça, c'est ce qui va sortir de ma poche et là, on se réunit, aujourd'hui pour savoir, comment moi je vais pouvoir remplir ma poche et donc financer ces différents, éléments avec, mon apport personnel, éventuellement des associés, peut-être, de l'aide du public par le biais du crowdfunding, des prêts d'honneur, des subventions qu'il ne faut pas oublier, on en reparlera tout à l'heure. Des prêts classiques, des prêts bancaires, parce que, pourquoi pas aller à la banque? Et oui, il faut aller à la banque de toute façon, taper à la porte parce qu'ils sont là pour ça. Et puis, si la banque ne répond pas à ma demande, en gros, si je ne peux pas être financé, je vais aller voir l'ADI puisque l'ADI a été créée pour ceux qui ne peuvent pas être, pour ceux qui ne peuvent pas être financés par la banque. Donc vraiment les 3 questions principales que je dois me poser, c'est: «J'ai besoin de quoi pour démarrer?» et comment je vais répondre à ce besoin? Mon plan de financement. Comment je vais, faire vivre mon entreprise? Comment je vais la rendre rentable? Donc mon compte de résultat et puis, comment je vais faire pour avoir en permanence de l'argent sur mon compte, quand les clients payent ou quand les clients ne payent pas? Donc la vraie question de la trésorerie qui est, plus qu'importante puisque, il y a des entreprises qui fonctionnent, mais qui plantent parce qu'il y a des clients derrière qui plantent et qui ne peuvent pas payer. Pour chacun de ces financements, donc dans mon plan de financement, il y a, des besoins qui sont, auxquels on va répondre de différentes manières. Si ma question est de renforcer, mes fonds propres, donc mon apport ou mes quasi, fonds propres, ce qui est associé à mon apport, je vais avoir, d'abord évidemment recours à mon apport personnel. On y reviendra parce qu'on va essayer d'y toucher le moins possible. Appeler, le public sur des plateformes, du crowdfunding, peut-être lever des fonds, donc aller chercher des associés qui vont apporter de l'argent, mais pas seulement.
aller chercher des subventions, comme je vous le disais, et puis, aller chercher aussi un prêt d'honneur. Donc tout ça, c'est considéré comme fonds propres ou quasi fonds propres. Et puis en parallèle, bien évidemment, je vais aller chercher du prêt pur et dur. Ça va être du prêt bancaire classique pour financer du matériel. Comme Cassandra le disait tout à l'heure, les banques aiment financer du matériel. Tout ce qui est immatériel, c'est pas leur truc, hein. Et puis je vais aller chercher du microcrédit, pourquoi pas. Et là, l'objet est évidemment plus large, puisque quand on réfléchit et quand on regarde ce que fait l'ADI, on va prêter pour du matériel, mais aussi pour l'immatériel, à savoir de la trésor, du stock, des formations, un premier besoin d'amorçage, un test, un prototype, etc. Donc d'un côté, on va vraiment avoir du fonds propre ou quasi, et de l'autre côté, j'aurai bien des prêts purs et durs. Pour financer finalement la totalité de mes besoins, donc tout ce qu'on va appeler besoins matériels, donc j'ai besoin vraiment de matériel, du matériel pro, des locaux, des véhicules. Bah, là, je vais pouvoir interroger tous mes modes de financement, que ce soit, fonds propres, quasi fonds propres et évidemment prêts. Par contre, dès qu'on touche, l'immatériel ou dès qu'on, touche des besoins qui sont variables, donc qui ne touchent pas un actif pur et dur, je vais pouvoir avoir recours à tout, sauf en général à la banque, qui, elle, vraiment s'attache à financer du matériel. Donc, dès on parle de stock, de trésor, de logiciels, peut-être certains abonnements, de communication, de formation ou de tests, là, en général, on n'aura pas recours à la banque, on aura vraiment recours à tout ce qui est fonds propres, quasi fonds propres, et pourquoi pas l'ADI, puisqu'encore une fois, on le verra, on finance vraiment de façon extrêmement large en termes d'objets. Si on revient maintenant dans le détail sur les différents financements que je peux avoir, le premier financement, et qui va être le financement qu'on a un petit peu dans la tête de façon assez logique, c'est bien mon apport personnel et le financement que je vais pouvoir retrouver autour de moi chez mes proches. L'apport personnel, c'est quoi? C'est l'épargne, mes économies. Et puis mes proches, c'est pourquoi pas des prêts familiaux. À partir de 1 500 €, quand on fait un prêt familial, nous, on conseille d'établir un petit document. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chez le notaire, mais ça veut dire que Pierre a prêté à son fils Paul 3 000 € à un taux de X, qui peut être zéro, bien évidemment, avec une échéance de remboursement de telle date, qui peut être évidemment extrêmement lointaine. Pareil, s'il y a un prêt qui est supérieur à 5 000 €, on va recommander de remplir un petit CERFA. C'est juste le remplir. C'est un document, c'est un petit document administratif. Donc la première source, c'est évidemment la source de ma poche, de façon assez large, en sachant, on y reviendra, qu'il faut essayer d'y toucher le moins possible. Pourquoi? Parce que cette poche, elle va me servir de poire pour la soif quand ça ira un petit peu moins bien. Quand j'aurai un problème de décalage de trésor, quand un client ne payera pas, ou mal, ou plus tard, ou quand je devrais payer un fournisseur en avance, ou avancer des frais si je fais des travaux chez des gens ou des choses comme ça. J'ai des frais à avancer. C'est pas à ce moment-là que j'irai voir la banque. Par contre, c'est à ce moment-là que j'irai taper ce qui est dans ma poche. Donc, cette partie qui est dans la poche, si on peut, je dis bien si on peut, il faut la préserver au départ parce que de toute façon, il y a un moment où j'en aurai besoin. Deuxième élément sur lequel on peut compter, on est toujours sur du fonds propre, c'est peut-être un associé. Voilà, moi au départ, alors si je crée avec un associé, on est à 2, à 3, à 4 dans le projet, pas de problème. Et puis après, je me dis pourquoi pas aller chercher un associé que, au départ, je ne connaissais pas obligatoirement. C'est des gens qu'on appelle business angels qui vont venir prendre des participations dans différentes sociétés. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, ils pensent que la société va bien fonctionner. Ils ont une part dans le capital et donc évidemment, ils veulent en tirer les fruits. Deux types de profils de business angel pur et dur, particulier qui va lui apporter son argent. L'intérêt pour l'entrepreneur, il est double. Évidemment, c'est un apport en capital, en sachant que, en parallèle, j'ai plus 100% de la société. À partir du moment où on est deux, on n'est évidemment plus en entreprise individuelle, on sera en société. Mais le business angel n'est pas là que pour amener l'argent. Il va aussi amener de l'expérience. En général, c'est des gens qui ont été à la tête d'entreprise. Et il va aussi amener des contacts. Donc, il y a une réflexion à avoir
Alors, ou à la création ou au moment où je me développe et je me dis, bah, j'ai besoin de passer en phase 2 ou en phase 3 ou en phase 4. Je vais aller chercher quelqu'un qui va pouvoir m'amener et du cash et aussi un carnet d'adresses et de l'expérience. On peut aussi aller chercher des clubs d'investisseurs. Là, on a mis l'exemple des cigales. Alors, on a des clubs d'investisseurs qui sont un petit peu spécialisés. Les cigales sont particulièrement intéressés sur l'économie sociale et solidaire. Mais là, c'est des gens qui se regroupent pour investir ensemble dans des sociétés. Là, on est évidemment en société puisqu'on sera à plusieurs au capital. Donc, c'est un élément qu'il faut aussi prendre en compte. C'est sûr que si je veux rester en solo, je n'aurai pas recours aux autres. Maintenant, si je me dis pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité. On a parlé aussi beaucoup à une époque, on en parle encore aujourd'hui, de crowdfunding. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher de l'argent sur une plateforme. Cette plateforme va réunir un certain nombre de particuliers qui investissent ensemble sur un projet. Différents types d'investissements. Le premier qu'on connaît le mieux, c'est des structures type Ulule, qui sont des structures de précommande. En gros, je sais que je vais produire, je prends un exemple, un livre, j'ai besoin d'un certain montant pour le faire. J'aurai des gens qui vont me donner du cash. Et là, on parle vraiment de dons. Ils investissent pas dans l'entreprise. Et le cash, ben, en contrepartie, je vais leur donner le bien. Donc, on est sur sur de la quasi précommande. Il y avait quelques structures qui étaient assez en pointe là-dessus. La structure la plus en pointe aujourd'hui, c'est une structure qui s'appelle Ulule, qui est la première sur le marché, qui a racheté son concurrent le plus direct, qui s'appelait KissKissBankBank. D'autres structures de coworking, certaines sont intéressées directement sur le chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, on ne prend pas de participation dans l'entreprise, mais j'investis et j'ai donc droit à une part de chiffre d'affaires. Troisième type de structure de crowdfunding, c'est des structures toujours plateformes qui vont intervenir soit sur du prêt aux entreprises, soit sur de l'émission obligataire, soit même sur de la rentrée en capital. Il y a des structures qui sont assez spécialisées, type Mimosa. Là, on est sur tout ce qui touche le développement durable. Il y a des structures assez généralistes, type Lita, qui permettent à des particuliers d'investir dans des sociétés, ou par le biais d'obligations, ou par le biais directement d'entrée en capital. Et puis, il y a des structures de prêt pur et dur. L'idée, c'est qu'on a une plateforme qui propose des projets à des particuliers investisseurs. Et là, on est sur des projets de prêt, c'est-à-dire qu'un particulier va prêter à une entreprise. Là, j'ai mis l'exemple d'une structure qui s'appelle PrêtUp. En général, sur tout ce qui est colonne de droite, donc prêt, émission obligataire ou entrée au capital, on parle de structures qui existent déjà et qui ont une certaine antériorité. Sur des structures naissantes, c'est plutôt le don contre le don. Je donne du financier et en contrepartie, j'aurai un élément de la prod type livre ou disque ou création. On a des choses sur des gens qui font du prêt-à-porter, qui font du textile. Un particulier va amener de l'argent, en contrepartie, il va avoir un t-shirt ou des choses comme ça. On rentre sur le cœur de quelque chose qui parle plus, c'est le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, on en parle beaucoup. Le prêt d'honneur, c'est attribué par certaines structures, dont l'a dit. L'intérêt du prêt d'honneur, le premier intérêt qu'on voit évidemment, c'est que c'est un prêt à taux zéro. C'est que c'est un prêt qui est sans garantie, sans caution. Et qui est par contre en complément d'un prêt traditionnel. Donc, je ne pourrais pas avoir le prêt d'honneur en solo, c'est toujours couplé avec un prêt traditionnel. Les montants varient. Elle a dit, on fait des prêts d'honneur qui vont aller jusqu'à 12 000 si on est un prêt sur du QPV. Certaines structures font du prêt d'honneur sur des montants beaucoup plus importants, puisqu'on peut aller jusqu'à 90 000 €. Et les prêts d'honneur, évidemment, ne sortent pas du chapeau. Ils sont évidemment alimentés. Ils sont alimentés essentiellement par la BPI. Alors, on a une question de Fayez qui nous dit: «Je sais qu'un prêt d'honneur doit être associé à un crédit bancaire. Est-ce que l'acquisition d'un véhicule via une LOA est considérée comme un prêt bancaire et peut ainsi compléter un prêt d'honneur?» Eh bien, je ne sais pas. Donc, on va réfléchir à la question. Mais je ne
pense pas, mais je sais pas. Je veux dire, je peux pas dire oui ou non parce que je sais pas. Je suis pas sûr de ma réponse, donc pas sûr, trop technique. Là, il va falloir aller voir, l'agence, ADI la plus proche de chez vous, qui va pouvoir se renseigner et vous donner une réponse certaine. Parce Mais que j'ai l'idée du cherché sur internet et j'ai pas trouvé. Mais l'idée du prêt d'honneur, c'est bien d'être associé à un prêt classique ou un prêt classique ou un prêt, qui va être donné qui va être donné, enfin qui va être attribué par l'ADI puisque nous aussi on fait du prêt d'honneur. Donc d'un côté, de façon classique, on a le prêt d'honneur et en corollaire, on a un prêt bancaire. Alors, autre question aussi, c'est, le nom des structures qui font des prêts d'honneur pour des montants élevés. On y arrive, il suffisait de passer Ah à bah, la slide suivante. La structure qui, fait le plus de prêts d'honneur, c'est une structure qui s'appelle Initiative France. Ils sont présents à peu près, partout sur le territoire, et effectivement, on va avoir, des prêts qui vont aller jusqu'à, 50 000, qui va pouvoir représenter à peu près la moitié du financement global. Donc ça va pouvoir prêt d'honneur plus prêt bancaire, financer à peu près 100 000 €. Donc Initiative France va faire du prêt d'honneur. Initiative France va aussi faire quelque chose d'assez intéressant. Si moi, je sais que je vais avoir, une subvention, un amorçage, mais que l'argent n'est pas encore arrivé, Initiative France va pouvoir faire aussi du relais de trésorerie. Et dernier élément qui est intéressant et qui est, largement intéressant, très intéressant, ils vont pouvoir faire du dépôt de garantie. Si moi, je sais que j'ai besoin d'un local, le local, on va me demander X mois de dépôt de garantie. Initiative France va pouvoir prendre ça à sa charge. Donc évidemment, pour moi, entrepreneur, bah, c'est de l'argent que je ne vais pas immobiliser puisque c'est Initiative France qui va non seulement se porter garant, mais vraiment apporter la garantie. L'autre structure qui va travailler un petit peu en parallèle. Alors à Paris, c'est un peu spécial parce que les 2 structures sont reliées, enfin sont réunies sur une seule et même casquette qui s'appelle Paris Initiative Entreprise. Mais sinon, partout sur les territoires, on a d'un côté Initiative France et de l'autre côté France Active qui s'occupe d'autre chose. France Active va travailler sur une chose qui va être pour vous, créateur d'entreprise extrêmement important, c'est garantie bancaire. On sait que la banque va demander des garanties et d'un côté, Initiative France va pouvoir faire le prêt d'honneur. De l'autre côté, France Active sert de garantie. Donc, elle va garantir le prêt bancaire. Parallèlement, France Active va aussi faire du prêt participatif, particulièrement sur l'ESS, sur des montants qui peuvent aller assez haut. Donc, si on cumule ces deux structures, on peut arriver d'un côté à avoir un prêt d'honneur, pourquoi pas aussi une garantie bancaire pour l'autre partie du prêt, en sachant que si une banque, si je vais voir la banque en ayant déjà dans la poche X% de mon besoin financé par un prêt d'honneur, la banque sera super sécurisée. Et le dossier sera regardé avec un œil nettement plus bienveillant. Donc le prêt d'honneur, l'oubliez pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde y a droit, hein. Je veux dire, les dossiers sont étudiés de façon extrêmement sérieuse et parfois un petit peu sévère. Mais encore une fois, là, l'idée, c'est de dresser un panel général de ce qu'on peut peut-être avoir droit. Donc, il faut essayer de regarder partout où on peut, bien sûr, puisque le but, c'est d'avoir le cash suffisant pour pouvoir monter mon projet. On l'oublie souvent, mais certains projets peuvent bénéficier de primes ou de subventions. Alors souvent, le truc, c'est de se dire: «Ah bah oui, mais c'est pas pour moi j'y ai pas droit, j'en sais rien, sûrement c'est pas moi». Moi, ma réaction, c'est de me dire: «Bah, peut-être c'est pas pour moi, mais peut-être c'est pour moi». J'en sais rien, tant que de toute façon, j'ai pas, épluché toutes les possibilités, il faut pas baisser le rideau. Donc on le verra un tout petit peu après, mais il y a des sites qui vont, reprendre et récapituler toutes les aides dont on peut bénéficier, qui sont liées ou à la géographie du projet, ou à la thématique du projet, parce que ça va être tech, ou parce que ça va être développement durable, ou parce que ça va être jeune, etc. Il y a des enveloppes qui sont très régulièrement proposées par la ville, la région, le département, l'État, l'Europe. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quand l'enveloppe est sèche, ben, l'enveloppe est sèche. Mais peut-être qu'on va arriver vers le bon financeur au bon moment.
Donc, nous, notre conseil, c'est de dire: «N'oubliez surtout pas les primes et les subventions», parce que peut-être, on a une bonne surprise et là, on touche de l'argent, sachant qu'une prime et une subvention, c'est pas un prêt, donc c'est vraiment de l'argent qui est donné. Donc encore une fois, bah, faut pas hésiter à aller chercher, à aller gratter, bah, parce que si on touche, X milliers d'euros, c'est, bah, c'est vital, tout simplement. Donc, on verra tout à l'heure, on a répertorié quelques sites qui peuvent vous aider, mais il faut surtout pas l'oublier parce que peut-être et l'entrepreneuriat, c'est aussi, compter, pas seulement, mais aussi également sur des bonnes nouvelles, sur des bonnes surprises, et quand il y en a, bah, évidemment, il faut les prendre. À côté de tout Alors là, ça, on va avoir une question juste si, par exemple, justement pour, ces acteurs-là, en fait, ils regardaient les comptes personnels ou les comptes pro? Enfin, les comptes bancaires. alors oui, on va regarder les comptes bancaires parce que, ces acteurs-là, en fait, vont prêter sur le projet, mais prêtent à une personne. Donc l'idée, c'est de toute façon de voir si la personne est fiable, comment elle gère ses finances, et cetera. Donc, on va obligatoirement, avoir, et la banque va faire pareil. Elle va quand même vouloir avoir un œil sur les comptes perso. Est-ce que je gère bien ma trésorerie personnelle? Est-ce que je suis régulièrement dans le rouge? Oui, non. En gros, le compte personnel qui est dans des bonnes conditions et qui est régulièrement dans le vert, c'est rassurant, c'est tout bête, mais c'est rassurant, bien sûr. Donc, oui, les comptes perso sont regardés et il ne faut pas s'étonner, que les banques ou les financeurs, demandent. C'est normal et c'est légitime, parce que, bah, pour le financeur, c'est un gage de sérieux. En parlant de financeurs et là de financeurs classiques, bah, on va avoir, l'interlocuteur, numéro un, celui qui en toute logique doit, être interrogé, bah, dès le départ, c'est la banque. La banque, bah, c'est quoi? C'est un acteur évidemment numéro un sur le financement, de l'entrepreneuriat, mais avec des conditions qui vont changer en fonction, de la conjoncture économique, en fonction du calendrier propre à chacune des banques, en fonction de la politique propre à chacune des banques, en sachant que c'est des choses qui sont assez variables et très très mouvantes d'un moment à l'autre et d'une banque à l'autre. Les conditions, de façon assez générale, c'est le fait de savoir que les banques vont demander un apport, c'est-à-dire que la banque va dire, moi, je n'interviendrai dans le financement du projet global qu'à hauteur de X%. On a une moyenne en ce moment autour de 50%. Parallèlement, les banques sur des projets professionnels vont travailler sur des prêts qui seront évidemment beaucoup plus courts que des prêts qu'on connaît classiquement, type prêt immobilier. Donc, c'est des durées de prêt qui sont entre 2 et 5 ans, avec des taux qui vont varier d'un instant à l'autre, très très variables. En ce moment, on a des taux qui font quand même pas mal le yo-yo, mais il faut compter des taux entre 4 et 6 hors assurance. Et bien évidemment, la banque va demander, bah, une partie d'apport, donc de cofinancement. Est-ce que ce sera mon argent ou l'argent d'autres? Et puis, bah, une garantie. Garantie sur quoi? Bah, garantie sur l'actif qui va être financé. C'est pour ça que les banques aiment bien prêter sur du matériel et non sur l'immatériel. Qu'est-ce qu'on peut faire, en face de la banque? Bah, d'abord essayer de négocier, un minimum d'apport. Donc là, moi, je vous avais mis, une moyenne à peu près 50% qui est demandée. Peut-être qu'on peut négocier un tout petit peu moins, mettre en concurrence, les banques pour avoir le prêt le plus intéressant. Ça vaut le coup de tenter sa chance, bien évidemment. Et puis, de façon, extrêmement, simple et indispensable, diversifier les sources de financement puisque de toute façon, la banque va m'obliger à diversifier mes sources de financement puisqu'elle ne financera que 50 à peu près, hein, du projet global. Donc je vais devoir avoir en parallèle de mon financement bancaire pur et dur, bah, un prêt d'honneur, une prime, un apport, ou du cash qui viendrait de crowdfunding ou sous forme de précommande, ou autre. Et puis, bien évidemment, si je peux, pour avoir un dossier, ultra solide, devant la banque, c'est d'avoir, une garantie bancaire qui sera, faite par, heu,
au niveau national, France Active, et sur Paris, Paris Initiative Entreprise. C'est sûr que si la banque si je vais à la banque en lui présentant une garantie, comme je vous le disais tout à l'heure, elle regardera mon dossier avec des yeux très, très, très différents d'une situation où j'aurais pas de garantie, où j'aurais une garantie autre. Donc encore une fois, essayez d'aller taper à toutes les portes, parce que si elles s'ouvrent, on a évidemment un avantage. La banque va étudier quoi? Va étudier évidemment le projet avec une vision de sa notion du risque qui va être différente d'un établissement à l'autre. Certains projets vont être jugés trop innovants, trop audacieux. On va regarder bien évidemment l'équilibre du financement. Vous voyez, c'est une habitude de banquier, je dis on, hein. On va avoir un regard aussi sur le créateur, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Est-ce qu'il a de l'expérience dans l'entrepreneuriat, de l'expérience dans le domaine de sa création d'entreprise? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est moins jeune? Et chaque banque a un regard un petit peu différent. C'est pour ça qu'il faut aller voir différents établissements, en sachant que au cours de l'année, on va avoir des établissements qui sont plus ou moins présents et plus ou moins agressifs dans le domaine du prêt de façon générale. Donc, il est important d'aller taper à différentes portes, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça va être le Crédit Lyonnais qui va être plus en avant, et demain, ce sera la BNP, et après-demain, ce sera le Crédit Mutuel, et encore après-demain, ce sera, j'en sais rien, le Crédit Coopératif. Et donc, il faut aller voir un maximum de banquiers, avec bien évidemment un dossier le mieux établi possible, avec, encore une fois, les 3 éléments qu'on voyait qu'on voyait tout au début: le plan de financement, et puis tout ce qui est business plan, et tout ce qui est plan de trésorerie, parce que de toute façon, ce sera regardé par la banque, par l'établissement prêteur. Que ce soit par une banque, ou évidemment aussi par le prêteur sur un prêt d'honneur, qui aussi, il s'engage, donc il va étudier le dossier de très, 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 très près. Et puis, si je ne peux pas avoir accès à la banque, parce que la banque m'aura dit non, je vais aller chercher un microcrédit, avec évidemment de différents avantages. Le premier avantage, encore une fois, c'est que ce sont des prêts qui sont destinés à des gens qui, justement, sont exclus du système bancaire traditionnel. Comme Cassandra vous l'expliquait tout au début, l'ADI est vraiment là pour ceux qui sont exclus. C'est-à-dire que si moi, je peux être financé par la banque, et quelle que soit la banque, il n'y a pas d'idée et il n'y a pas de raison d'aller voir l'ADI. Donc, c'est une alternative. Le microcrédit est bien une alternative au prêt bancaire, pour ceux qui, pour une raison X, Y, Z, n'auront pas pu avoir accès au crédit bancaire. Les conditions de garantie sont évidemment moins strictes. On va chercher vraiment à créer une confiance, un vrai lien entre l'emprunteur et le prêteur, en sachant, et vous le verrez tout à l'heure, qu'au-delà de l'accompagnement financier, on a un accompagnement qui évidemment est beaucoup plus large. On finance tout Alors, Antoine, juste une question. C'est vrai que moi, j'ai cherché là sur notre manuel, mais est-ce qu'on finance des personnes qui habitent en France, notamment les frontaliers, mais qui veulent ouvrir par exemple un commerce en Suisse? Est-ce qu'on finance dans ce cadre-là ou pas? des gens qui ont une activité avec. Ils habitent Oui, ils habitent à la frontière Allez, suisse, tu si le vois? commerce est vraiment installé à l'étranger, là, j'ai pas la réponse, mais la réponse, et si là, la personne qui a posé la question est frontalière, l'idée serait certainement d'aller voir l'agence ADI la plus proche de chez elle, donc près de la frontière, pour voir si eux-mêmes le font. Parce qu'on est quand même sur des cas un petit peu spécifiques. Donc le mieux, si vous avez une agence ADI qui est pas trop loin de chez vous, et qui, elle, peut être confrontée à ce type de demande, et elle vous dira exactement oui ou non. Moi, je dirais dans l'absolu, pourquoi pas, puisqu'on prête à une personne physique. Si la personne physique est domiciliée en France, même si l'activité est à l'étranger, moi, je dirais pourquoi pas. Mais c'est l'expérience qui pourra répondre le mieux à la question. Donc,
Le mieux serait de poser vraiment la question à une agence qui est frontalière, quelle que soit la frontière, que ce soit la frontière suisse, la frontière espagnole, frontière belge, autre, puisque la France a plusieurs frontières. Je ne sais plus où j'en étais, mais dans les avantages, heu et comme je vous le disais, on va financer, tout type de structure, entreprise, micro, une entreprise, unipersonnelle, société. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on finance des personnes physiques. On finance tout type d'activité et on finance tout type de besoins. Donc matériel, comme on le voyait tout à l'heure, mais aussi beaucoup immatériel, que ce soit, de la trésor, super important, que ce soit, du stock, que ce soit de la formation, puisque certains métiers, nécessitent une formation, que ce soit, de l'amorçage, que ce soit, un prototype. Encore une fois, on finance de façon, extrêmement large, et ça, on le fait par étapes. C'est-à-dire que on a un plafond. En général, le plafond, on n'y est pas au premier crédit. On va avoir un premier financement et puis un deuxième et puis un troisième, en sachant qu'en général, les montants vont augmenter. L'idée, restant, qu'au final, ce que nous, on veut, c'est qu'un jour, la personne ne vienne plus à l'ADI. C'est qu'au final, la personne, rentre dans les critères de la banque. Donc on va faire un premier financement, un deuxième, un troisième et puis un jour, on espère que le relais sera pris, bien évidemment, par la banque. On va pouvoir coupler, le microcrédit, avec un prêt d'honneur. C'est important. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le prêt d'honneur, il doit être, associé à un prêt classique, que ce soit prêt bancaire ou prêt, attribué ou microcrédit. Ça va permettre de rentrer sur quelque chose d'assez souple, de tester l'activité, de limiter le risque, et puis, évidemment d'avoir, puisqu'on est microcrédit, avoir des micro montants de remboursement. Là, il y a une logique implacable. Micro restera toujours un microcrédit et donc on aura toujours des plafonds qui seront, par rapport à une activité qui sembleront assez basses. Maintenant, moi, quand j'ai découvert l'ADI et qu'on m'a dit le plafond c'est 12 000 €, j'ai rigolé en me disant mais avec 12 000 €, on ne peut rien faire. Et au bout d'un an et demi, je m'aperçois que la moyenne des crédits qui sont donnés, attribués sur Paris tourne autour de 5 000 € et ça permet à des gens de créer leur activité et d'en vivre. Donc, le microcrédit a un vrai rôle dans l'économie réelle en France métropolitaine et outre-mer. Dernière chose il y a quelqu'un qui l'avait évoqué tout à l'heure puisqu'elle parlait du LOA. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est, le leasing, ou le LOA. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, je prends un exemple tout simple, j'ai un besoin global de financement matériel, et immatériel de 50. Imaginons 50 000 €. J'ai en termes d'apport, fonds propres, quasi fonds propres, je pourrais me dire que la banque ne me prêtera que 10 000. Je suis coincé parce que je n'ai que 20 000. Si les 30 000 qui me manquent en achat de matériel, à la place de les sortir directement en achat, je vais chercher de la location, je réponds peut-être à ma question. Donc l'idée, c'est ne pas oublier le système de la location. Moi, je suis client, je vais aller voir un fournisseur. Le fournisseur va me livrer l'équipement. Et je vais payer des loyers qui vont permettre, de payer, la location et si on est avec une option d'achat, au bout du compte, au bout de ces, si je prends un exemple, 3 ans de LOA, au bout des 3 ans, je vais pouvoir acheter mon matériel pour une somme, en général extrêmement faible, résiduelle. Ça m'a permis de quoi, au final, d'avoir l'acquisition du bien sans faire d'apport, avec une déductibilité des loyers totale, si je suis en société et finalement, j'ai un financement à 100 %. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, qu'il faut pas négliger, que ce soit, sur certains clients qui viennent nous voir pour des véhicules, pourquoi pas, ou sur du matériel professionnel. Alors là, on n'est que sur du matériel, on n'est pas du tout sur de l'immatériel, mais sur du matériel, c'est la possibilité, encore une fois, d'avoir un besoin d'apport moins important puisque le besoin de financement par prêt est moins important puisqu'il y a toute une partie du financement qui n'est pas fait par prêt, mais qui est bien par location. Donc à réfléchir, à garder, dans un coin de la tête, et pourquoi pas sortir de son chapeau, au moment opportun.
Je vais aller voir un financeur, que ce financeur, ça va être celui qui va, étudier mon dossier pour un prêt d'honneur, ou ça va être le banquier, classique, ou ça va être, un projet que je vais, présenter, à un potentiel, associé, business angel ou autre. Bah, il faut que mon dossier soit prêt. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, que, je vais devoir anticiper et mes investissements et aussi, et ne pas l'oublier, anticiper mon besoin de trésorerie. Alors pour anticiper mon besoin de trésorerie, alors les investissements, c'est assez facile. Je vais lister, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de logiciels, de formation, de matériel, d'ordinateur, de matériel professionnel, d'un véhicule, d'un apport pour faire une garantie pour mon local, et cetera, pour un montant de X. Mais il ne faut pas que j'oublie non plus que, bah, peut-être que j'aurai besoin au cours des 12 ou 24 premiers mois, de trésorerie parce que mon activité sera pas linéaire, ni en termes d'activité pure et dure, ni en termes de flux financiers. Donc il faut que je réfléchisse au financement de ma trésorerie, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le financement de ma trésorerie, si je peux, je vais le faire en solo, en gardant de l'argent dans la poche. De la même façon, pour cette question de trésorerie, je peux tout à fait aller voir, mon financeur en lui disant, heu: «Les la situation ne sera pas rose et linéaire, en permanence. Je le sais, c'est la vie d'une entreprise, et j'ai besoin aussi dans mon plan, global de financement, bah, de financer un petit peu de trésorerie. Je vais faire comment? Bah, finalement, je vais emprunter à la création de l'entreprise. J'ai intérêt à financer, au début, plutôt que, en cours de route, quand j'ai pas 2 ou 3 ans, de bilan à mettre en avant. Je vous prends un exemple extrêmement simple. Moi, je crée mon entreprise, micro ou entreprise individuelle ou société. Je vais évidemment voir, mon prêteur, banquier ou autre, hem et je vais lui demander de tout financer. Enfin, de financer le maximum qu'il peut financer. Il va ouvrir un dossier, il va travailler dessus. Si, c'est dans une banque, bah, mon conseiller, bancaire, mon conseiller professionnel va monter le dossier. Je suis nouveau client, bah, il va certainement avoir besoin d'avoir le go de son patron, ou peut-être un comité d'engagement. Si je reviens le voir au bout de 6 mois en lui disant: «Bah, j'ai un trou de trésor ou j'ai oublié quelque chose», là, il va me dire: «Mais écoute Antoine, pourquoi tu y as pas pensé tout de suite?» Ça l'obligera lui à remonter un dossier et à remonter voir son patron de nouveau pour faire une demande. Donc en gros, le dossier, il ne le remontera pas, et il me dira: «Bah, tant pis pour toi, tu attends 2 ans et dans 2 ans, tu reviens avec des bilans sous le bras», positifs bien évidemment, et là, on pourra réfléchir. C'est vrai que si j'avais réfléchi à tout et si j'avais tout listé dès le départ, en essayant de conserver ma trésor personnelle dans ma poche, j'aurais pas eu besoin d'aller voir au bout de 6 mois. Donc, demander le maximum à la création. Si je retourne voir mon financeur au bout de 6 mois, 9 mois ou 1 an, c'est loin d'être garanti. Donc c'est plus facile de se faire, financer, en anticipation, que pendant un trou de trésorerie. Donc anticiper, extrêmement large, alors évidemment pas faire financer des choses que j'achète pas, mais il faut vraiment réfléchir de façon extrêmement large parce que, le développement, je ne pourrai le financer que quand j'aurai vraiment 2 ans de bilan sous le bras, et entre la création et la fin de la deuxième année, ben, en gros, ça va pas être simple. Donc, il faut absolument que je réfléchisse extrêmement large sur, les éléments, qui ont besoin d'être financés, et je dois anticiper, tous les événements, de la vie de mon entreprise. Les questions que, je dois me poser moi en tant qu'entrepreneur, mais que parallèlement mon financeur va se poser et me poser, et donc bah, c'est les questions qui doivent être répondues par mon business plan. Encore une fois, c'est vraiment les 3 piliers. J'ai besoin de combien pour démarrer? Donc on est vraiment sur le plan de financement initial, mais j'ai aussi besoin, quand je vais voir mon financeur, de pouvoir lui dire que je vais vivre de mon activité. Donc finalement, je vais devoir lui présenter, un business plan avec des projections de comptes de résultats.
Et troisième élément que je vais avoir besoin de façon incontournable de lui montrer, c'est un plan de trésorerie. Donc en gros, qu'est-ce qui va sortir de l'entreprise? Qu'est-ce qui va rentrer dans l'entreprise? Et est-ce que les comptes seront bien au vert et pas dans le rouge? Donc là aussi, l'idée, c'est vraiment d'avoir sous le bras un business plan costaud qui va répondre de façon réelle et sereine à toutes les questions que pourrait me poser le financeur. C'est pour ça que quand vous serez amené ou au moment où on va faire le business plan, il faut vraiment parler évidemment en euros, mais aussi en quantité vendue. Euh, pour pouvoir expliquer, bah, si moi je mets dans mon business plan la première année, je vais facturer 100 000, bah, c'est 100 000 euros, ça représente quoi? Et c'est là où on verra vraiment que ma projection, elle tient debout ou elle tient pas debout. À titre d'exemple, on animait une formation qui est organisée assez régulièrement par l'ADI, qui s'appelle J2A, et on avait un des participants qui nous a dit, bah, moi j'ai déjà un business plan. Ah bon, donc il nous l'a montré, c'était super. Et donc la première année, il faisait un chiffre d'affaires assez important, déjà un bénéfice, chapeau. Et donc il faisait un chiffre d'affaires de, bah, je ne sais plus combien, imaginons 100 000 euros, assez important, imaginons 200 000 euros. Et c'était un garçon qui faisait des glaces. Enfin, son projet, c'était d'être glacier. Et quand on a décortiqué, mois après mois, sur la première année, on s'est aperçu qu'il devait vendre un nombre X de glaces qui l'obligeait en fait à travailler à peu près 26 heures par jour. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de montrer un chiffre en euros. Bien sûr, je vais montrer un chiffre en euros, mais surtout de montrer combien d'actes de vente je vais faire et qu'est-ce que je vais vendre, quelles sont mes charges fixes, quelles sont mes charges variables, pour que le financeur voit vraiment que mon projet tient debout et qu'il est réalisable. Si je dis, bon, bah, je vais vendre à hauteur de 200 000 euros, bah, c'est bien, mais ça représente quoi? Donc, il faut qu'on parle évidemment en chiffres, en euros, mais surtout en nombre de prestations, et chaque prestation, à quel prix et à quel coût de revient. Donc, encore une fois, je vais aller voir mon financeur avec bien évidemment mon plan de financement. J'ai besoin de combien d'argent pour financer quoi? Donc, non pas une enveloppe globale, mais de X pour financer ça, Y pour financer ça, Z pour financer ça, soit un global de temps. Je vais avoir besoin d'avoir un compte de résultat, et je vais avoir besoin aussi d'avoir un plan de trésorerie pour voir si est-ce que j'aurai en permanence la tête hors de l'eau. Et si pour une raison X, Y, Z, j'ai la tête sous l'eau parce que j'ai un client qui ne m'a pas payé, ma trésor personnelle va me permettre de sortir la tête de l'eau. Dernière chose que je vais devoir anticiper quand je vais faire mon business plan, c'est ma croissance à terme. Donc, montrer un plan de financement et surtout un plan de trésor et un compte de résultat sur 3 ans. Donc là, encore une fois, mon business plan, il faut qu'il soit carré, très logique, qu'il puisse répondre à toutes les questions. Donc, ne déléguez pas la construction du business plan à un tiers. Il faut vraiment le faire. Et au niveau de l'ADI, on a des bénévoles qui peuvent vous aider à travailler là-dessus. Donc, je reviens là-dessus, plan de financement, compte de résultat réel si vous avez des gens en inactivité ou prévisionnel, et puis bien évidemment, plan de trésorerie. Et là, à partir du moment où le truc tient debout, on a répondu à toutes les questions potentielles qui vont m'être posées, et elles vont m'être posées par les financeurs, parce que le financeur va obligatoirement me poser des questions, il sort de l'argent de sa poche, il veut être remboursé. À quel moment je vais devoir aller voir le financeur? Évidemment, après donc avoir fait ce travail de business plan, donc d'avoir déterminé, calculé mon besoin de fonds de roulement sur une durée au moins de 1 an, plutôt 3 si on peut, ce qui permettra au financeur de voir que j'arrive à me projeter sur 3 ans. Après avoir donc finalisé tous les travaux, tous les tableaux, besoin de financement, compte de résultat, plan de trésorerie, et avoir bien évidemment toutes les pièces justificatives sous le bras.
Donc quand j'ai tout ça, je peux y aller, et par contre, j'ai intérêt à y aller évidemment avant d'avoir commencé mon activité, en sachant que, bah, certaines décisions peuvent être un petit peu lentes. Donc il faut aussi, anticiper le fait que, bah, j'aurai pas un go de mon prêteur, au bout de 2 jours, en général. En termes de points de vigilance, de conseils, encore une fois, bah, vous allez dire que je radote, mais enc c'est vraiment important. Il faut vraiment ne pas minimiser ses besoins pour ne pas avoir besoin de revenir vers mon financeur, en cours de route. Ne pas investir dans votre projet de l'argent que vous avez dans la poche, si c'est possible, encore une fois, mais si vous pouvez le garder dans la poche, vous en aurez besoin à un moment. Donc, tout ce que je peux garder dans la poche, en gros, maximisez vraiment le financement ou, ayez recours, pourquoi pas, à de la location. La location, bah, pourrait réfléchir à optimiser, comment faire un maximum avec un minimum d'apport et un minimum de financement. Et puis, bah, si, on n'a pas, la réponse à la totalité de mon besoin, bah, je vais différer mon projet peut-être, ou je vais, réévaluer, mes besoins, réfléchir mon projet de façon un petit peu différente. Ça ne veut pas dire qu'un jour, le projet que vous aviez dans la tête et que vous aviez imaginé, il va pas se monter, mais peut-être qu'il va se monter de façon un petit peu plus différente. Peut-être qu'il va falloir un peu plus de temps, passer par certaines étapes. Moi, je suis, à Paris. On a des gens qui viennent en nous disant: «Bah, moi, j'ai besoin, d'un local». Vous connaissez peut-être les prix des locations. Alors, les locations sont chères partout. À Paris, les prix de location sont complètement fous. Hem Bah, certains clients vont revoir un petit peu la taille de leur projet. Certains clients qui pensaient ouvrir dès le départ un restaurant, bah, vont commencer par, une activité de traiteur pour se faire un petit peu la main, pour se faire un petit peu de cash, pour se faire un petit peu de trésor, pour, sur une deuxième étape, passer au restaurant physique. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire: «J'oublie mon projet», c'est de se dire, «À aujourd'hui, je ne peux pas le j'ai un X sur le financement, je ne renonce pas à mon projet, mais je le monte de façon différente. Peut-être, j'avais pas imaginé comme ça, mais ça n'est qu'une étape qui va me permettre demain, après-demain ou encore après-demain, de monter mon projet dans des bonnes conditions pour être sûr que ça marche». Je vous avais parlé tout à l'heure, d'appui, sur la création. Je vous avais parlé tout à l'heure d'aides ou de subventions qu'on pouvait avoir. Ici, alors peut-être vous pouvez, prendre une photo de la slide, mais elle est assez intéressante. Sur les aides, il y a un site qui s'appelle, aide-entreprise.fr. Il est un petit peu lourd, mais ça permet vraiment de répertorier région par région les différentes aides que vous pouvez avoir. Heu, le site, encore une fois, il n'est pas over sexy, mais il est assez complet et il bouge tout le temps puisqu'encore une fois, comme je vous le disais, on a des enveloppes qui sont mises en place. Quand elles sont asséchées, elles sont plus là, mais il y a d'autres enveloppes qui sont mises en place sur, d'autres items par d'autres intervenants. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de regarder. Sur les sites qui sont intéressants, c'est évidemment d'aller regarder le site de la BPI, heu, qui est, extrêmement riche. Pour, des locaux commerciaux, alors là, c'est du spécial Paris, peut-être qu'il y a la même chose en province, je ne peux pas vous dire. Mais là, sur Paris, il y a des locaux commerciaux qui sont proposés. N'oubliez évidemment pas, les fiches de l'ADI qui sont, très, très bien faites, très complètes. Il y a des fiches métiers, il y a plein de trucs. Hem Et puis, il y a aussi, des sites pour trouver un associé, au niveau intergénérationnel, et cetera. Donc, oubliez pas internet, c'est une source de beaucoup d'informations. Alors, il y a évidemment beaucoup de tri à faire, mais grattez vraiment et oubliez surtout pas le fait que peut-être, que vous pouvez bénéficier d'aides. Alors il y a des aides, parce qu'il y a dans certaines associations des bénévoles, mais on peut aussi avoir des aides financières. Souvent, on se dit: «Bah, c'est pour les autres». Bah non, c'est peut-être pour vous, hein.
Pareil, quelques sites, particuliers sur, les femmes, entrepreneurs. Si vous voulez, faire si vous êtes, femme, futur entrepreneur ou déjà en activité, les sites, sont là pour vous. Si vous avez la possibilité de faire une capture d'écran, n'hésitez pas. Et puis on en arrive à l'ADI. Cassandra vous a expliqué tout à l'heure, vous a présenté un tout petit peu notre association, vieille association, hein, 35 ans, mais c'est pas une association de vieux. Moi, je fais partie des plus vieux, hein. C'est une association qui est là, comme vous le disiez, pour accompagner ceux, qui sont pas accompagnés par le système financier classique. Pour nous, accompagner, c'est 2 choses. C'est accompagner bien évidemment sur le financement, mais pas seulement. C'est accompagner aussi par, le conseil, par, des ateliers, par du coaching et cetera, on le verra. En termes de financement, nous, on est assez soft sur la demande. On n'a pas d'exigence d'apport personnel. On n'a pas de prise de garantie sur du matériel financé, puisque de toute façon, on finance du matériel, mais aussi beaucoup d'immatériel. On finance tout type de structure, quel que soit le statut juridique. Je suis en société, je finance. L'associé, pas la société, puisqu'on ne fait que du prêt à des personnes physiques, à objet, professionnel. On va toujours financer la personne physique, qu'on soit sur un associé d'une société, ou qu'on soit sur un entrepreneur individuel, qui soit micro-entrepreneur ou entrepreneur individuel classique. On finance aussi, des gens qui ne sont pas encore immatriculés. Donc tout type de statut, tout type d'activité, qu'on soit, on a un panel d'activités, dans la vraie vie qui est extrêmement large, bâtiment, commerce, artisanat, restauration, service à la personne, il y a de tout. On voit de tout, des gens qui viennent pour tout, transport, on n'a pas encore une fois de veto sur une activité, ou une autre. On ne réfléchit pas comme ça. C'est un peu différent de la banque, hein. Moi, je sais que sur la banque, à certains moments, il y a des activités qui étaient complètement proscrites, parce que c'était des activités qui n'avaient pas le vent en poupe. Donc les banques ne finançaient pas à un moment telle ou telle activité, en sachant qu'évidemment, c'est des choses qui sont mouvantes. Nous, à l'ADI, il n'y a pas de, je dis encore une fois, il n'y a aucun blocage par rapport à une activité X, Y, Z, et on finance tout type de besoins, que ce soit du stock, de la trésor, d'un local, du matériel neuf ou d'occasion, une formation, comme je vous le disais, un prototype, j'en sais rien. Enfin, on voit passer énormément de projets. Tous les projets sont très, très, très différents. Donc, encore une fois, ne pensez pas qu'on se réduit à tel ou tel type de financement, tel ou tel type de structure à financer, ou tel ou tel type d'activité. Dernière chose importante, on peut financer, dans certains cas, des gens qui sont fichés Banque de France. Donc si c'est des gens qui évidemment sont procédures qui sont en surendettement, on peut évidemment pas additionner un crédit là-dessus. Maintenant, des gens qui sont fichés pour une raison X, Y, Z, Banque de France, elles seront complètement blacklistées sur un crédit, par leur banque. Nous, on sait regarder. En termes de montant, je vous disais qu'on fait du microcrédit. Oui, on fait du microcrédit. Le maximum, c'est 15 000. On va peut-être ouvrir un tout petit peu plus pour tout ce qui est, quartier prioritaire de la ville, puisqu'il y a des enveloppes de prêts d'honneur qui sont associées. On intervient au démarrage ou au développement de l'activité, donc c'est pas seulement, de la création. L'idée, c'est d'avoir des prêts qui sont progressifs, qui sont vraiment adaptés au projet, de trouver avec l'emprunteur des échéances qui n'étranglent pas, avec une demande, et la seule demande que nous, on exige, c'est d'avoir une caution personne physique pour 50% de la somme empruntée. En sachant que, de façon assez générale, on va avoir, souvent un tiers de prêt d'honneur, 2 tiers, de prêt classique, et c'est la moitié de ce prêt classique, sur laquelle on va demander, une caution de 50%.
Donc, on prête bien à une personne physique et on demande une caution d'une personne physique. Alors je regardais, c'est par rapport, au taux parce que c'est vrai que dans les DOM-TOM, le montant est plus important. Mais comme ça a bougé il y a peu, je pense qu'on est monté à on a dû monter à 17 000 dans les DOM là. Donc c'est 15 000 € en métropole et 17 000 dans les DOM, normalement. Parce que j'ai la question, hein, dans le chat. Oui. Encore une fois, pour vous en assurer, allez voir l'agence ADI qui est la plus proche de chez vous. Encore une fois, on est là sur du maximum, hein. Moi, je reprends l'exemple de Paris puisque je suis à Paris. On a un montant, maxi qui est de 12, qui passe à 15, mais le montant moyen, il est à 5 000. Donc, on a bien un maximum. Après, on va réfléchir avec l'emprunteur par rapport à sa situation, par rapport à son projet, au montant qu'on peut lui proposer, sur quelle durée, pour, encore une fois, pour pas l'étrangler. C'est sûr que beaucoup de gens viennent nous voir avec une demande sur le montant maximum, mais on est sur des échéances qui sont, importantes et trop importantes et là, on va réfléchir à quelque chose d'un petit peu alternatif. L'idée, encore une fois, comme je vous le disais, quelques slides précédemment, c'est de travailler de façon progressive pour financer un premier besoin et puis un deuxième besoin et un troisième besoin. En sachant qu'à la différence de la banque, qu'on a du mal à aller voir au bout de quelques mois pour remodifier, un client va venir à l'ADI, on va lui faire un premier financement et puis au bout de 6 mois, 9 mois, il va nous dire je franchis une marche et j'ai besoin de plus et on va réfléchir avec lui au plus qu'on peut attribuer. Voilà un petit peu et c'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment sur une démarche progressive, l'idée étant de chercher vraiment quelque chose de souple et surtout qui ne va pas, étouffer, étrangler l'emprunteur. Parce que là, tout le monde perd son temps et tout le monde pleure et c'est surtout pas le but. Alors je vais juste répondre à une question qu'on a eue plusieurs fois sur le taux d'intérêt, parce que, c'était Jean-Pierre qui posait la question de pourquoi le taux d'intérêt paraissait si haut et du coup, je vais répondre à la question parce que ça, c'est une question qui revient, généralement. Alors, c'est vrai qu'on peut comparer. Quand on regarde Cofidis, quand on regarde LCL, quand on regarde Crédit Agricole, oui, les taux d'intérêt sont plus bas. Après, ils vont venir financer des personnes généralement qui ont déjà un apport personnel ou qui ont une situation stable ou une entreprise déjà qui est bien développée. Nous, on va venir financer des personnes généralement qui n'ont pas la possibilité d'être financées, donc on va aussi prendre plus de risques en tant qu'association, sachant que nous, en fait, on ne fait que répercuter finalement en fait, le taux d'intérêt que les banques nous prêtent, on est un intermédiaire, et le restant de ce taux d'intérêt, en fait, nous permet, nous, de fonctionner en tant qu'association. Voilà. Notamment, dans ce taux d'intérêt, en fait, on va compter aussi tout l'accompagnement dont vous allez bénéficier pendant, les années de votre crédit, mais aussi en amont, avant le crédit. Toutes nos formations et notre accompagnement est complètement gratuit. Donc c'est en fait notre modèle aussi économique qui nécessite aussi un taux d'intérêt. C'est-à-dire que vous payez un taux d'intérêt et ça permet aussi à d'autres personnes dans le futur d'être financées. Voilà, si ça peut répondre un peu aux questions, qu'on a eues tout à l'heure. Après, Enfin, quand on fait un calcul, l'idée, c'est pas vraiment de prêcher pour notre paroisse, mais si on va avoir une banque classique, sur un prêt pro, la banque classique va demander bien évidemment, une assurance sur le crédit. Nous, dans notre taux d'intérêt, l'assurance est intégrée et dans les dossiers que moi je vois passer, il y a bon nombre de prêts à taux zéro à l'intérieur du financement. Donc, en gros, si j'ai un tiers à taux zéro, vous allez minorer d'un tiers le coût de votre crédit. Donc, on va arriver sur des taux de marché en sachant que les prêts qui sont présentés tête de gondole entre guillemets par les banques sont les prêts pour les meilleurs clients, les meilleurs dossiers, les meilleurs apports, etc. Donc, il y a toute une grille dans des prêts bancaires et pas seulement le taux qui est annoncé sur la devanture de l'établissement bancaire. Moi, j'ai fait quelques calculs. Bon, on est dans la course. On n'est pas les mieux disants, encore une fois, il faut être très très clair, mais on est complètement dans la course et à l'intérieur du coût
liées au crédit, il y a tout l'accompagnement qu'on va donner aux clients, qui est extrêmement large et extrêmement professionnel. Donc là, on en vient à l'accompagnement justement, sur différents items. Accompagnement commercial, donc on a des ateliers pour, aider, nos clients à avoir une démarche commerciale meilleure. On a des ateliers financiers, des aides administratives, des ateliers Heu, il y a, évidemment, du coaching personnalisé, donc il y a vraiment du one-one avec des coachs. Les coachs, c'est qui? Bah, c'est tout bêtement, les bénévoles de l'association. Quand on vous a présenté l'association, tout est début, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ADI, c'est à peu près 850-900 salariés, 1200 bénévoles. 1200 bénévoles, c'est la vraie richesse de l'association. C'est des gens qui donnent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de savoir, à nos clients, puisqu'ils appellent des clients, encore une fois sous différentes formes, mais il y a plein de coaching one-one. Donc on va avoir un bénévole qui va vraiment accompagner, sur un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, un porteur de projet. Il y a plein de formations qui sont organisées. Comme je vous le disais, il y a une formation sur 3 jours qui s'appelle, «J'entreprends avec l'ADI», sur laquelle, on va vraiment, réfléchir en petit groupe, un tout petit groupe. Alors moi, je peux vous en parler assez facilement parce que je l'anime assez régulièrement. On est sur des groupes de 4-6 personnes à peu près. On réfléchit un peu à tout ce qu'il faut faire quand je suis entrepreneur, ce à quoi je dois réfléchir, et on illustre ça systématiquement avec les projets, des porteurs de projets qui sont présents. Donc, on réfléchit, bah, quelle offre à destination de qui, comment, à quel prix, quelles sont mes obligations juridiques, quelle forme de structure, quelles sont mes obligations administratives. L'idée, c'est de ratisser extrêmement large, mais vraiment par rapport au projet des différents porteurs. Donc, pour résumer, on a un accompagnement qui est extrêmement complet en termes de formation, de coaching, et c'est très, très individualisé. Donc, c'est très, très intéressant. On propose ici aussi un certain nombre de ce qu'on appelle des bons plans. L'idée, c'est qu'on a des accords avec un certain nombre de sociétés qui vont offrir, aux clients de l'ADI, des prix plus bas. Eux, ça rentre dans leur politique de responsabilité sociale des entreprises, et ça fait bénéficier, aux clients de l'ADI de prix plus bas, que ce soit sur différents bons plans. Bah, Shine, Kanto, c'est, des comptes professionnels. C'est pas le Shine qui vend des vêtements, qui brûlent, hein. Swappen, c'est de la compta. Il y a des dialogues de voitures. Il y a plein de choses qui sont intéressantes et qui permettent, bah, d'avoir, des prix plus bas sur un certain nombre de services. De la même façon, l'association, propose des assurances à prix, défiant toute concurrence. On travaille avec AXA. AXA fait sa RSE en proposant à nos clients, bah, des prix moins chers que sur le marché. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Quoi d'autre? Bah, je clique. La possibilité de, construire votre projet en ligne, sur le site de l'ADI. Mais encore une fois, nous, ce qu'on vous, invite à faire avec, Cassandra, c'est vraiment, à vous rapprocher si vous êtes intéressé bien sûr, de l'agence ADI la plus proche de chez vous, parce que là, on a un vrai contact avec des vrais gens, que ce soit les conseillers ADI dans les agences et puis bien évidemment, les bénévoles, qui amènent une plus-value, Mmh. indéniable et indispensable. Un numéro si vous voulez prendre rendez-vous, il y a un numéro et il y a même un comment ça s'appelle? Il y a même un QR code. Donc, là vous avez absolument tout, pour venir discuter de votre projet de création d'entreprise avec nous, heu, avec beaucoup d'écoute et beaucoup d'accompagnement. Ouais. Puis on vous renverra toutes les informations à l'issue du webinaire, hein, donc c'est pas grave si vous avez raté la slide avec le numéro de mobile ou vous avez fait une erreur, je vous renverrai tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire ça à tête reposée. Alors il y avait juste une question,
et je pense peut-être que tu as la réponse. Parce que là, en fait, tout à l'heure, Catherine me disait qu'elle me parlait de cofinancement. Je lui ai expliqué qu'on ne faisait pas de cofinancement en même temps. Par exemple, Initiative France plus l'ADI qui fait du cofinancement. Mais elle me demandait si, pour la même entreprise, on a deux besoins différents. Est-ce qu'on peut faire deux prêts avec deux financeurs différents, dont l'ADI, enfin, dans un de ces financeurs? Je ne sais pas du tout. Bah, le truc, c'est que nous, on prête à la personne physique. Mmh. Donc peut-être, alors encore une fois, on tire un petit peu les cheveux, mais si c'est une entreprise, micro ou une entreprise individuelle, là, c'est sûr que non. Parce que de toute façon, dans tous les cas, il y aura des prêts à la personne physique. Donc on sera sur du cofinancement. Maintenant, si je suis en société, si moi, en tant qu'associé de la société, je vais chercher un prêt pro et que parallèlement, sur la société, il y a donc pour la société, il y a déjà un prêt qui existe auprès d'une banque ou autre, là, je vous dirais pourquoi pas. Si on est en entreprise individuelle et en micro, là, je vous dirais non, parce qu'on n'est pas dans la logique de l'ADI. Maintenant, si on est, en société, on peut se poser la question. D'un côté, il y a un financeur X qui va financer la société. De l'autre côté, l'ADI ne financera pas la société, l'ADI financera l'associé, puisque c'est l'associé qui est une personne physique et nous, on prête aux personnes physiques. Donc pourquoi pas? Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps. En tout cas, il nous remercie. Ah, chouette. Oui. Oui, bah, pour, le replay sera disponible. En fait, j'ai la liste de toutes les personnes qui ont participé au webinaire, donc vous inquiétez pas, je vous envoie un petit mail, à l'issue, puis vous aurez le lien, vers le replay, notamment pour ceux qui sont arrivés en cours de route. On a la liste aussi, hein, attention. Attention, hein. Bah, je pense que visiblement, tout le monde est en train de nous quitter, donc je pense qu'on peut peut-être conclure, maintenant. On a essayé de répondre au maximum de questions. J'ai essayé de répondre dès que je pouvais ou je soumettais à Antoine, donc on espère avoir répondu au maximum de questions. Sachez que vous avez aussi des cas particuliers parfois, donc on ne peut pas forcément avoir la réponse. Donc on vous invite vivement à prendre contact avec l'ADI et en fait pouvoir échanger déjà physiquement aussi avec un conseiller ou par téléphone qui pourra vraiment, vous orienter en fait et vous donner les réponses les plus adéquates par rapport à votre problématique. Bah, merci beaucoup Antoine. Bah, merci à tous de m'avoir écouté et puis, bon, on se retrouve quand vous voulez. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, merci.